Alors, voilà. Ok, merci déjà à tous ceux qui sont déjà connectés. Merci déjà. Et puis, déjà, envoyez la vidéo à tous vos amis. Voilà, on va aller plus vite. On va aller plus vite. Alors, ceux qui sont déjà en direct, vous pouvez déjà commencer de faire vos commentaires. Faites vos commentaires, likez et puis partagez. Likez, partagez. Voilà. On va parler, on va parler. Je vous ai dit que j'ai pris, depuis quelques années, on a assez sur les réseaux sociaux pour faire de notre pays un grand pays. Accompagner le pouvoir d'Abidjan à continuer de créer, voilà, de poser les bases d'une vraie société et d'un développement, d'un grand développement qui a déjà commencé. Alors, chers amis, je vais d'abord vous laisser sur le son d'Alpha Blondy, le temps déjà de vous connecter, vous tous. Voilà. Merci, Jah. Alors, moi, je partage déjà, quand je m'assois, je partage d'abord pour vous. Voilà, je vous envoie d'abord. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Je persiste. Merci. Partagez la vidéo, chers amis. Et pour Bayonne. Ok, merci. Alors, chers amis, on va d'abord commencer par l'actualité. Avant de commencer, on va d'abord lire la une des journaux ce matin. Le thème de direct, déjà, c'est sous vos yeux. Les adversaires du président Ouattara sont de mauvaise foi et malhonnêtes. Voilà, je n'ai pas mis le A, mais je corrige rapidement. Voilà, ils sont de mauvaise foi et puis ils sont malhonnêtes. Voilà, ils sont de mauvaise foi et puis ils sont malhonnêtes. Chers amis, Secondo Afin Guessan apporte son soutien à la CEI et les pleurs du PDCIRD. Parce que quand Afi, hier, Afi, ce samedi, Afi a été reçu par le ministre de la Défense. Voilà, il a été reçu par le ministre de la Défense, ils se sont parlé. Et j'ai vu les journaux du PDCIRDA qui ont déjà commencé à traiter Afi de tous les noms. Chers amis, on va parler. On va parler parce que c'est important, c'est important. Voilà, donc, commencez déjà. Je vais déjà vous faire écouter. Hier, depuis quelques jours, beaucoup de choses se passent en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on voit des étrangers qui sont actuellement humiliés, qui vivent une situation vraiment difficile. Voilà, suite à tout ce qu'on a toujours fait, elle propose xénophobie, les discours de haine, les discours de xénophobie. Aujourd'hui, ils sont en train de brûler des gens en Afrique du Sud. Ils sont en train de chasser des gens en Afrique du Sud. C'est vraiment très grave. C'est pour ça que nous condamnons tout ce qui est propos xénophobe. Tout ce qui est propos xénophobe, nous condamnons cela. Voilà. Chers amis, avant de commencer ma vidéo, je vais saluer encore
le pouvoir d'Abidjan, qui ces derniers temps a fait vraiment un excellent boulot en honorant notre frère Didier Arafat, notre petit frère. Et je continue de dire merci au chef de l'État. Je continue de dire merci au gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je remercie encore le ministre de la Défense, Amadou Ahmed Bakayoko, qui a pris à corps et bras la cérémonie de l'enfant. Le président Ouattara a dit organise une grande cérémonie, il a fait. Moi, en tout cas, je suis fier parce que je me dis qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Alors, cette cérémonie, à la fin, nos adversaires politiques, comme vous le savez, ont encore réussi à la dernière minute. Et je ne sais pas si c'est, ils ont encore, je ne sais pas si c'est une réussite d'un échec ou quoi, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mais ils ont réussi encore à exposer leurs limites. C'est-à-dire qu'ils ont continué de démontrer aux yeux du monde entier qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, les opposants là, c'est des malhonnêtes. C'est des gens qui n'aiment pas le peuple, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas de vision. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est la violence, c'est la haine, comment tuer, et puis mentir. Voilà leur seul combat. Mais malheureusement, je le dis et je le répète, ce pouvoir qui est là, on ne peut pas, ce n'est plus Gbagbo qui est au pouvoir. Moi, je dis aux gens, hein, je vous répète, je dis ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir, ce n'est pas Bédié qui est au pouvoir, ce n'est pas Gueye Robert qui est au pouvoir. À leur temps là, on vous a donné la chance, vous avez déstabilisé des régimes politiques. Mais sous le président Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui va déstabiliser encore ce régime. C'est-à-dire, faire tomber Ouattara, parce que l'objectif final des adversaires, c'est-à-dire avant 2020, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que le président Ouattara tombe. Voilà l'objectif final. Voilà l'objectif final des opposants en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, avant 2020, là, il faut que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. Il faut que le président Ouattara tombe. Si le président Ouattara ne tombe pas là, eux, ils ne seront pas à l'aise. Chers amis, moi, je suis allé dans le pays là et vu. Allez-y leur dire que moi là, Zasso en global, il est rentré dans le pays là. Des fois, il a vu. Le pays là, on ne peut pas renverser. Et ceux qui sont à la tête de ce pouvoir aujourd'hui, c'est une équipe d'hommes conscients et responsables. Ceux qui sont là, ce soir, le président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, connaît bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, à un certain moment donné, il y a eu des failles. Mais aujourd'hui, le président a compris qu'en face de lui, il n'a pas d'homme civilisé et moderne. Je vous l'ai dit, que j'ai dit toujours au président de la République, vous avez fait les États-Unis. Oufoué-là, il a souffert. Vous êtes son petit frère, vous a donné le pouvoir. Il vous a fait rentrer, il vous a dit petit frère. Laissez BCAO, venez faire politique. Venez gérer l'économie. Et puis dans l'économie, là, vous allez faire politique. C'est l'histoire. Et c'est la volonté de Dieu. Si le président Ouattara n'était pas venu aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, le développement que moi j'ai vu, on n'allait pas connaître. Donc aujourd'hui, nous, là, on va soutenir le président jusqu'au bout. On va soutenir le président jusqu'au bout. C'est pour ça que quand il fait mes directs, je dis toujours aux gens, envoyez les directs partout, partagez à tout le monde. Quand ils finissent de parler là, il faut que nous aussi on parle. Donc quand nous on parle là, ça doit rentrer dans leur une bosse chacun. C'est ça, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux là, c'est pas n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est pas n'importe quoi. Depuis, j'insiste toujours dessus. Ce n'est pas n'importe quoi. Donald Trump, Macron, partout, ils sont toujours sur les... Même Trump, et comme on appelle ça, Poutine, en Russie, partout, tout le monde se bat hein, parce que là-bas, il faut convaincre un grand monde aujourd'hui. Avant, les gens s'asseyaient dans des petits bureaux. En Europe, ils essayaient de monter, puis on déstabilise les régimes politiques. On dit, bon, on s'assoit à l'ONU, on fait ça. Mais aujourd'hui, là, eux tous, là, nous suivent. Ils nous suivent. Quand ils finissent là, nous aussi, on donne notre part. On dit notre vérité, ils attendent ce qu'on dit. Ils sont en train de comprendre que, ah, le problème du président Ouattara, là, ce n'est pas de la manière dont Soro veut faire. Mais il y a les assos qui sont là aussi, qui ne sont pas d'accord et qui vivent en Europe et qui connaissent les réalités aussi de l'Europe et qui disent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Donc, c'est déjà une grande chance pour nous. Donc, vous, partagez, envoyez ça dans leurs vidéos partout. Chers amis, 2020 là, allez-y leur dire tous. Je vais vous faire écouter une vidéo tout à l'heure. La présence du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire est la volonté de Dieu. est la volonté de Dieu parce que
C'est Houphouët-Boigny. Il est le choix de Félix Houphouët-Boigny. C'est Houphouët, quand la Côte d'Ivoire avait des problèmes à un certain moment donné de l'histoire. C'est le père fondateur de la Côte d'Ivoire qui a dit à son petit frère, viens gérer ce pays. Donc c'est une histoire. Il a la bénédiction, il a la grâce de Félix Houphouët-Boigny. Bédier ne peut pas le déstabiliser. Gbagbo ne peut pas le déstabiliser. Soro peut pas. Soro est trop petit, il ne peut pas le déstabiliser. C'est vrai. Il peut se dire que les fils du Nord, il a fait ceci, il a fait cela, il se réjouit souvent de sa rébellion, il passe partout, il crie. On a compris. Mais dites-lui que ce pays-là, il ne peut pas renverser. Parce qu'il n'est pas le seul fils du Nord. Il n'est pas le seul fils. Nous tous aussi, on est des fils du Nord. Parce que nous aussi, on a grandi au Nord. Moi, j'ai été à Tafiré pendant 2 ans dans le Nord. J'ai fait Tafiré 2 ans. Chacun de nous a fait le Nord. Chacun de nous a fait l'Est, l'Ouest, tout. Donc, c'est toute la Côte d'Ivoire. Non, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est la défense de notre pays. Notre génération doit être condamnée à mener le combat jusqu'au bout, à ne laisser personne faire ce qu'il veut dans ce pays. Ici, là, ils sont assis en Europe, nous aussi, on est en Europe. Ils se sont levés tous, ils sont venus s'asseoir, Bédier, Soro, tous, ils sont venus chercher partenaires pour déstabiliser la Côte d'Ivoire en 2020. Dites-leur que même là où ils dorment, là, nous on voit là-bas. Ils ont recruté des gens sur les réseaux sociaux que je vais vous montrer. Pourquoi je les appelle des malhonnêtes, vous allez comprendre. Vous voyez, il y a un lot de personnes, j'ai pris ça sur la page de mon frère Zepekino. Regardez ce lot de personnes. Ce lot de personnes, il y a un certain dessin animé. Lui, il dit qu'il était gendarme. Regardez bien, il dit qu'il était gendarme. Lui, il dit qu'il était gendarme. Il dit qu'il était gendarme. Moi, je n'ai pas été gendarme. Mais un gendarme, c'est un intellectuel. Un gendarme, là, c'est un intellectuel. Quand tu as été gendarme, tu n'as même pas encore démissionné, tu as fui. Normalement, tu devais être en Côte d'Ivoire pour te mettre au service du pays. Mais comme, quand vous avez été gendarme, on vous a tellement mis dans la tête que vous êtes venu pour défendre la personne de Gbagbo. Quand Gbagbo est tombé, vous avez pris vos bagages, vous avez fui. Donc, c'est déjà une trahison de la République. C'est déjà une trahison de la République. Nombreux sont sortis de la Côte d'Ivoire. Au Ghana, j'ai dit à beaucoup. J'ai dit, en tant que moi, en tant que citoyen et homme politique, ce que je peux vous conseiller, retourner en Côte d'Ivoire, reprendre votre travail. Rester en exil pour vous battre pour Gbagbo, c'est très dangereux. Parce que quand on est gendarme là, on prête serment pour la République. Quand on est policier, on prête serment pour la République. Quand on est militaire, on prête serment pour la République. On ne devient pas gendarme pour être en exil et puis déstabiliser son pays. Non. Je le dis et je le répète. À tous ceux qui se sont dit gendarmes à un certain moment donné et qui continuent de se dire gendarmes ou policiers, je voudrais leur dire, un gendarme là, il défend la République. Il ne joue pas le jeu des politiques. Il n'est pas tribaliste. Il ne rentre pas dans des conflits politiques. Il ne rentre pas dans la haine, la déstabilisation. Quand un gendarme se dit, je suis gendarme, ici en Europe, au Ghana, je n'ai jamais vu un soldat ghanéen rester, c'est-à-dire un soldat ghanéen, même quelle que soit sa colère, quelle que soit sa haine, aller s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis dire déstabiliser le Ghana, attaquons le Ghana, faisons ceci, faisons cela. Ça n'existe pas. Parce que eux, c'est des hommes intellectuels. Un gendarme doit être un intellectuel. Il doit être bien formé. Sous Gbagbo, ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés. On les a ramassés dans des villages. Ils sont venus leur dire, venez, vous allez être gendarmes. Nombre d'entre eux, dans nos vidéos, à travers nos vidéos, ont compris. Beaucoup aujourd'hui compris. Ils ont compris aujourd'hui que c'est qu'un gendarme. Vous allez voir encore d'autres personnes. Vous allez voir Hervé Djedje. Voilà, Hervé Djedje. Et quand vous voyez, ce sont les jeunes BT, hein, la plupart, hein, c'est des jeunes BT. Eux, ils étaient dans l'armée de Gbagbo, ils sont fâchés. Gbagbo, on l'a déstabilisé, Gbagbo, on a fait ceci, on a fait cela, parce que c'est de l'ignorance.
Ils ont oublié que c'est Gbagbo qui devait défendre la Côte d'Ivoire. Ils ont oublié que Gbagbo a prêté serment. Ils ont oublié que Gbagbo devait nous donner la paix. Ils ont oublié que c'est Gbagbo qui devait mater la rébellion de Guillaume Soro. Ils ont oublié que quand on parlait de cette rébellion, c'est Gbagbo qui allait partir au Burkina raconter Blaise pour créer les conditions d'une vraie paix pour que les Ivoiriens, la guerre ne tue pas la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont oublié tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des analphabètes. Quand je parle, je dis ça, c'est un homme intelligent qui a été à l'école, qui a mis ses fesses sur banc d'école, qui a écrit là. C'est ici, il doit réfléchir. C'est ici, là, ça se passe. Un intellectuel doit savoir que quand on prête serment, c'est pour protéger un peuple, c'est pour défendre une nation. Et non justifier les échecs politiques de ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un a dirigé la Côte d'Ivoire, il a échoué, ce n'est pas la faute à qui que ce soit. C'est lui qui assume son bilan. Demain là, si le président Ouattara est là jusqu'à l'adoption, il fait, et puis demain il y a coup d'État, il y a rébellion, on mélange, c'est lui que nous on va accuser. Moi je vous dis ça toujours. Je ne viendrai pas ici sur les réseaux sociaux pour dire que non, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Je vais dire au président Ouattara, si il a permis, sous son mandat, que les gens prennent des armes, un matin, ils imposent une rébellion, ils déstabilisent la Côte d'Ivoire. Moi, je vais accuser le président Ouattara. Je ne vais pas accuser quelqu'un d'autre. Je vous dis la vérité. Je vais accuser, je suis un intellectuel. Je sais que le président Ouattara a battu campagne, il a eu un projet de société, il connaît les problèmes de la Côte d'Ivoire. Il a présenté son programme, il y a défense, il y a tout dedans. Il a tout à sa disposition. Donc lui là, il va s'arranger à ce qu'il ait la paix dans le pays. Il n'a pas le choix. Lui et son équipe là, ils doivent s'arranger à faire de sorte que dans leur régime là, personne ne déstabilise leur régime. Ils peuvent tout faire, aller tuer des gens, profaner des corps, faire ceci, mais ils ne pourront pas renverser le régime politique. Voilà ce que c'est qu'un chef d'État. Et aujourd'hui, le président de la République démontre à plus B qu'il est un homme, et qu'il était chef d'État. Laurent Gbagbo n'a pas été un chef d'État. Il a été un opposant qui n'avait pas compris ce que c'est que le pouvoir d'État. Nous, on l'a soutenu à un certain moment donné. Mais en réalité, il n'avait pas compris. Il n'avait pas de réseau, il n'avait pas d'hommes compétents. Il a gouverné la Côte d'Ivoire avec de simples professeurs. Ces professeurs n'avaient pas la notion de la gestion des affaires de l'État. Des gens, ils étaient assis à l'université seulement, c'est des gens qui bavardaient, écrivaient. C'est-à-dire, être professeur, et puis venir gérer, c'est-à-dire la pratique. Théorie, là, c'est pas la même chose. Hein. Pratique, où on parle, et puis sur le terrain, là, c'est pas la même chose. Hein. Je dis ça chaque fois aux gens. Pratique et puis théorie, là, c'est pas la même chose. Gouverner un pouvoir d'État, c'est pas un jeu d'enfant. Si tu as réussi à rester au pouvoir pendant des années et que ton régime n'a pas été cassé, déstabilisé, c'est que tu es un homme d'État. Si tu réussis à faire les ponts, les routes, tu arrives à réaliser toi-même ton projet de société, c'est que tu es un homme d'État. Mais quand tu viens t'asseoir, tu prends ton temps à mener de faux combats qui n'est même pas ton combat, le combat de la communauté internationale, les Blancs. Tu es là matin, puis coup d'État arrive, on déstabilise le pays. Les gens prennent une partie de la Côte d'Ivoire, tu t'assois avec eux, puis tu dialogues. C'est un échec. Et ça là, tous ceux qui viennent justifier ça là, dites-leur que Zasso dit. Allez-y vous asseoir dans vos campements. Prenez vos machettes d'abord, allez-y vous asseoir dans vos campements parce que vous êtes ridicules. On ne justifie pas l'échec d'un homme politique. On lui dit clairement que cher aîné, tu as échoué, va à la retraite. Et puis nous, on met de nouvelles personnes parce que c'est la concurrence. Même ici en Europe, c'est la concurrence. Hollande est parti parce que la France, à un certain moment donné, a connu des moments de terrorisme. Les Français ne pouvaient plus ramener Hollande. Quand Macron s'est levé comme un garçon, il dit je vais être candidat. Hollande a compris. Il a donné ses arguments, il a convaincu les Français. Il a convaincu les Français. Ce que vos comédiens qui sont à Paris ne font pas. Ce qu'ils ne font pas. C'est pas fini. Voilà un groupe de personnes. Bon, si c'est Maïlé Bama, je ne parle pas d'elle, parce que c'est une femme droguée, je ne parle pas d'elle. Il y a là un monsieur aussi, on appelle Franklin Nyamsi. C'est un Camerounais, on dit il est aussi ivoirien. Il est le conseiller de Guillaume Soro. On prend l'argent de la Côte d'Ivoire, on finance un Camerounais qui a dans son pays des problèmes. Hein. Son pays a des problèmes. Son pays, le Cameroun, a des problèmes. Mais lui, on le finance pour venir à chaque fois s'asseoir sur les réseaux sociaux. Ils ont créé un grand réseau, ils ont créé des médias en ligne, et puis matin, midi, soir, on insulte le chef de l'État. On insulte la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le président Ouattara qu'on insulte. Tu sais ce que j'ai dit souvent aux gens? J'ai dit, quand les gens là, ils insultent,
C'est nous les Ivoiriens, on insulte, c'est nous. Parce que le président incarne les institutions, il incarne la République. C'est lui qui a été voté. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui a été voté. Gbagbo là, moi je ne sais pas la politique de Gbagbo, on l'a soutenu. C'est pas parce qu'on l'aimait, mais on l'a soutenu parce que c'est lui qui était président. Guy Robert, on l'a soutenu parce que c'est lui qui était président. Bédiou, on l'a soutenu. C'est ça les hommes intellectuels. Les intellectuels, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Et c'est comme ça chez les Blancs ici. Ici, on ne te demande pas de l'aimer. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas tes enfants. Et puis tu vas l'aimer. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande là, quand vous l'avez mis là, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà le vrai débat. C'est voilà le vrai débat. Qu'est-ce qu'il fait pour que la société change? Donc le président Ouattara a fait sa part. À Thomas, c'est lui qui est là. Il est le comptable de tout ce qui se passe. De la même manière que Gbagbo a été comptable de tout ce qui s'est passé. La rébellion là, c'est Gbagbo. Moi je vous dis ça toujours. Il dit ça avec la complicité de Gbagbo que Soro a imposé la rébellion à la Côte d'Ivoire. Soro là c'est l'enfant de Gbagbo. Soro dormait avec Gbagbo. Soro mangeait avec Gbagbo. Il était au FPI. Soro faisait tout. Soro était l'instrument qu'on utilisait pour déstabiliser les élèves en Côte d'Ivoire. On a pris la fessie et on a déstabilisé le régime Bédié. On a pris la fessie, on atteint des objectifs. On a pris les syndicats et autres et on atteint des objectifs. Chers amis, ce sont des vérités, j'ai rien à vous cacher. J'ai rien à vous cacher. Moi, je vous dis la vérité parce que notre génération, vous avez besoin de connaître la vérité. Vous avez besoin de connaître la vérité. Alors, ce qui m'a choqué, on va aller dans le débat maintenant. Des gens ont profané le corps de DJ Arafat. Depuis que l'enfant est mort, un groupe d'individus, un groupe d'individus qui ne comprennent rien. Eux, ils ont eu la chance, ils sont arrivés en Europe, ils sont dans le pays des Blancs, donc ils se permettent tout. Pour eux, c'est normal. Et puis la plupart, beaucoup sont des réfugiés. Ils sont des réfugiés. Ils ne savent pas que quand tu es réfugié, tu es dans un pays là. Dans un pays de Blancs, tu ne restes pas à l'extérieur pour chercher à déstabiliser ton pays. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas te réfugier et puis rester dans ton pays, hors de ton pays, et puis venir sur les réseaux sociaux et puis incendier ton pays. Le pouvoir en place peut prendre des mesures. Ils ne savent pas. Le pouvoir en place peut prendre des mesures contre vous. Mais comme le président Ouattara, il est trop gentil, son pouvoir est trop gentil. C'est pour ça que certains se permettent beaucoup de choses. Moi, je le dis. Macky Sall, aujourd'hui, est-ce que vous voyez les Sénégalais venir insulter aujourd'hui Macky Sall? Macky Sall s'est levé, il allait dire, moi là, ceux qui sont là-bas, ce sont mes citoyens. Ils ne sont pas les seuls, il y a d'autres qui sont aussi là-bas. Mais rester là-bas et puis chercher à dire du n'importe quoi là, ils n'ont qu'à arrêter. Aujourd'hui, beaucoup se sont calmés. Vous pouvez critiquer, on est d'accord. Mais aller accuser des gens de tuer quelqu'un, aller accuser des personnalités de faire des sacrifices. Quand Ahmed Bakayoko là, sa popularité là, il ne doit pas ça à Didier Arafat. Il ne doit pas sa popularité à Didier Arafat. C'est un gars qui a bossé. Et vous connaissez son histoire. Vous connaissez son histoire. C'est un jeune qui a su se battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il se bat pour faire la promotion de la jeunesse. C'est pour ça qu'il se bat pour faire la promotion de la jeunesse. Il n'a pas besoin de tuer même Didier Arafat pour devenir quelqu'un. À Bobo là, à Bobo, quand on dit campagne d'Abobo, il était hors du pays. Quand le président Ouattara l'a appelé pour dire, mais il y a une urgence à Bobo là, il faut prendre. Il s'est levé lui seul. Il a mis une petite équipe en place et chaque jour, il a battu sa campagne. Ce n'est pas Didier Arafat qui se promenait matin, midi, soir pour battre sa campagne. Non. Ahmed s'est battu lui seul face au clan Soro sur les réseaux sociaux. Il a même eu notre soutien. Moi-même, je me suis levé ici, je suis allé à Abidjan et je suis rentré à Bobo. Je vous ai montré les réalités. Vous avez vu comment l'autre maire n'avait pas travaillé. Donc, le monde, les gens se sont mobilisés. Ahmed a gagné à Bobo par lui-même son propre travail. Ce n'est pas quelqu'un qui triche. Il est populaire parce que lui, là, il sait tendre la main aux autres. Ahmed est populaire parce qu'il aime son prochain. Ahmed est populaire parce qu'il n'a pas peur de servir. Quand Ahmed là, je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Moi, je vous dis la vérité. Quels que soient tes problèmes, le jour où tu le racontes là, même s'il n'a pas tout, mais il te donne le minimum. Il te donne le minimum. Il est différent de vos leaders, tous ceux qui se disent leaders. Et Ahmed n'avait même pas besoin d'être au pouvoir. Il était Ahmed dans sa jeunesse.
il avait sa boîte, il avait ceci, il travaillait pour lui-même et puis il aidait les gens. Ahmed travaillait pour lui-même, il n'était pas encore ministre. Il travaillait pour lui-même et puis il aidait les gens. Ahmed, c'est un homme qui est bon. Foncièrement, c'est comme ça, il est. Il aime s'amuser, il aime la jeunesse, il aime tout le monde, même dans l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition que vous voyez là, 90% de tous ces opposants qui sont là, ils aiment Ahmed. C'est moi qui vous dis ça. Ils aiment Ahmed. Moi, je sais avec qui je parle. Parce que c'est quelqu'un, une fois que tu es devant lui, tu as un problème là. Ahmed ne peut pas te dire non. Il ne peut pas te dire non. Même s'il n'en est pas, il va grouiller, il va partager avec toi. Moi, je l'ai connu dans l'opposition. Je l'ai connu dans l'opposition. Donc, je ne peux pas rester sur les réseaux sociaux et voir des gens mal éduqués. Parce que c'est ça le problème de nos sociétés. La base a été ratée. La mauvaise éducation, il faut que les gens, c'est-à-dire la mauvaise éducation, ils ont transporté ça en Europe. Ils ont transporté ça en Europe. Ils ne savent pas faire la différence, la part des choses. Quelqu'un meurt sous vos yeux de façon violente. L'enfant fait un accident. Et son ami, j'ai reçu une vidéo. J'ai reçu une vidéo que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Nous tous, on a vécu la mort d'Arafat en direct. Mais malgré cela, il y a des gens qui croient que... Chers amis, vous ne connaissez pas la franc-maçonnerie. Étudiez bien la franc-maçonnerie. C'est comme vos églises et vos mosquées. C'est comme vos églises et vos mosquées. Ça n'a rien à voir avec vos imbécilités là. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont des gens qui se battent pour faire avancer la société. Ahmed Bakayoko, chaque jour, il dit les musulmans, il va à la mosquée. Vous-même, vous le voyez, il a sa religion. Il a sa religion. Chacun de nous doit apprendre à respecter la vie de l'autre. Parce que c'est ça la mauvaise éducation. Il faut apprendre à... Et puis, occupez-vous de votre vie. Ce serait plus intéressant pour vous. Ça va vous permettre d'avancer. Mais si vous pensez que des gens en Europe ici, des gens vont vous appeler, vous donner 100 €, 200 €, 300 € pour salir les gens. Et puis après, demain, vous changez encore de parole sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas des hommes crédibles. Vous n'êtes pas des hommes sérieux. Parce que normalement, quand on est en Europe, là, on apprend pour aider son pays. Ici, là, les hommes sont civilisés. Ici, les gens sont raisonnés. N'importe qui ne dit pas n'importe quoi. Donc, quand on est en Europe ici, on doit savoir que derrière nous, on a nos parents, on a nos frères, on a nos soeurs. Quand tu es ici, puis tu dis, je veux la guerre, je veux la guerre. Mais moi, j'ai vécu la guerre, moi, Zasso. C'est pour ça que j'ai dit, mais tous ces Amira blindés. Bon, Amira blindés, c'est des gens qui sont venus à l'aventure. Voilà, ils sont venus à l'aventure. Bon, c'est normal pour eux. Moi, j'ai rien parce que, d'abord, ce n'est pas des gens bien éduqués dans la tête. Quand tu le regardes, il est trop amoureux de Soro. Tu vois, un homme qui est amoureux de son ami homme. Quand il parle de Soro, on dirait que ce n'est pas un garçon. Un garçon, toi, tu es amoureux de ton ami. Quand tu parles de lui, tu es content comme ça, on dirait, mais tu n'es pas un homme. Il faut savoir défendre Soro, mais tu ne peux pas prouver comme si, à part Soro, là, la vie ne peut pas continuer. C'est-à-dire, toi, tu peux... C'est-à-dire, si Soro n'est pas candidat, si Soro n'est pas comme ça, il aura la guerre. Si Soro n'est pas ceci, si lui-là n'est pas cela, il aura la guerre. Mais Soro a fait la guerre. Il a déjà fait la guerre. Il va faire quelle guerre encore? Il a fait la guerre parce que Babo l'a voulu. Moi, je vous dis ça rapidement. Soro, là, il a fait rébellion parce que Babo a voulu. C'est parce que Babo, il était faible. C'est parce que Babo ne s'est pas comporté comme garçon. C'est pour ça que Soro a fait rébellion. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, là, Gon Koulibaly, là, moi je vous ai dit, oh, Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, la montagne que vous voyez là, ce n'est pas des comédiens. Je vous dis toujours qu'ils ne doivent à personne. Ils ne doivent à personne. Et aujourd'hui, regardez, des cadres se sont ajoutés, l'Alcide Djedje et autres. Tout à l'heure, je vais revenir sur le cas des choses que je voudrais vraiment saluer. L'Alcide Djedje, que je devrais saluer, les cadres de ma région qui étaient responsable, Alcide Djedje qui était responsable de l'ONU, qui représentait Gbagbo à l'ONU. Aujourd'hui, il est le président Ouattara. Alcide Djedje, sous le régime Gbagbo, pendant 10 ans, il est resté responsable de l'ONU de Gbagbo, mais Gbagbo ne l'écoutait pas. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à la CPI. Il est à la CPI. Aujourd'hui, Alcide Djedje où? Alcide Djedje en Côte d'Ivoire. Il travaille pour la République, il a créé son parti politique. Moi, je prie Dieu que les prochains gouvernements qui vont se nommer là,
qui vont être mis en place là. Le président n'a qu'à faire de sorte que Gagnon ait des cadres. Gagnon ait des ministres qui vont travailler pour la République de la Côte d'Ivoire. Là, comme ça, ils vont commencer à sensibiliser leurs parents. Voilà. Et puis, on va mettre fin à ces petits débats là maintenant. Il faut que Gagnon ait des cadres. Donc, je voulais saluer mon grand frère Alcide Didier. Regardez les hommes comme les Cissé Bakongo, c'est des grands hommes. Donc, chers amis, vous qui combattez en bac là, vous êtes des petits. C'est moi qui vous dis ça. Vous êtes trop petits. Vous êtes trop petits. Moi là, Ahmed là, je ne le connaissais même pas. Mais c'est pas son travail. C'est un gars, c'est un bosseur. Il ne dort pas. Lui, il aime le travail. Il a bossé pour avoir sa vie. Ce n'est pas dans la manipulation des petits trucs, non. Non, vous ne pouvez pas le déstabiliser. Vous ne pouvez pas. Ce qui me fait mal, chers amis, ce qui me fait mal, je vais vous dire une grande vérité. Le DJ Arafat est mort. Je n'ai pas vu la condamnation. On a profané le corps de DJ Arafat. Je n'ai pas vu Soro condamner la profanation du corps de DJ Arafat. Je n'ai pas vu une déclaration officielle de John Soro qui condamne l'acte. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu une déclaration officielle de ceux qui prétendent gouverner la Côte d'Ivoire, qui veulent être président, condamner l'acte. Je n'ai pas vu. Henri Konan Bédié. Je n'ai pas vu Henri Konan Bédié condamner ça. On a levé un enfant. C'est-à-dire, vous voulez gouverner des jeunes, des gens de notre génération, des enfants. On enlève le corps d'un enfant. Je n'ai pas vu la déclaration de Bédié. Je n'ai pas vu la déclaration de Bédié. Je n'ai pas vu la déclaration de Soro. Ça doit amener la jeunesse à prendre maintenant conscience. Ça doit amener la jeunesse. Il ne faut pas dire DJ Arafat là. Ça peut ne pas être DJ Arafat. Mais ça peut être aussi demain un membre de ta famille. Ça peut être aussi demain quelqu'un que tu aimes. Non, quand tu poses un acte et que tu fais tes procès, il faut faire très attention. Parce que le mal, on ne sait pas d'où ça vient. Chez nous, le bété, on dit c'est comme Pompiti. C'est-à-dire c'est comme l'herbe qui pousse ici et puis qui pousse ici. Non, le malheur, là, ça peut frapper tout le monde. On peut naître et puis mourir. On est tous nés pour mourir. Nous tous, on a perdu quelqu'un dans sa vie. Moi, là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu me faire chose révélation, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Alors que ma maman, là, ma grand-mère, elle était chrétienne à 100%. Mais Dieu ne m'a jamais dit pourquoi elle est morte, comme elle est morte. Mon père, j'étais ici, lui, il était céleste à 100%. Il n'y a jamais eu de révélation. Sinon, je pourrais dire aux gens de cela, je vais vous donner l'argent pour ressusciter mon père. Parce que moi aussi, j'aimais mon père. Non, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. L'opposition ivoirienne organise des gens de l'extérieur. Même si vous devez quand même faire des déclarations pour condamner l'acte. Bédié n'a pas condamné l'acte. On a profané le corps d'un enfant. Bédié n'a pas condamné l'acte. John Soro n'a pas condamné l'acte. C'est vraiment malheureux et puis ça fait pitié. Ça fait pitié pour cette opposition malhonnête et irresponsable. Une opposition malhonnête, irresponsable. Tu es entouré, tu es poursuivi, c'est-à-dire tu as un groupe de personnes, je ne sais pas si c'est une jeunesse, mais moi je pense qu'une vraie jeunesse, quand tu vas à l'école, tu sais écrire, puis lire, tu dois savoir réfléchir. Tu dois savoir se connaître, faire la différence entre le mal et le bien. Mais malheureusement, ils ne savent pas faire le mal entre le mal et le bien. Regardez. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur du ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont peur du jeune. Parce que lui, sa popularité là, c'est divin. Sa popularité là, c'est la volonté de Dieu. Sa popularité, il n'a pas triché avec. Il était au RDR. Il n'était pas encore au pouvoir et puis il était populaire. Il n'a pas acquis sa popularité quand il était président de la République, il était ministre. Je dis ça toujours aux gens, quand tu as eu ta popularité, quand tu étais ministre, on te donne tous les moyens de l'État, ou bien tu étais rebelle, tu es devenu chef rebelle, tu as tué, Gbagbo t'a nommé premier ministre, tu peux avoir une popularité. Mais ça, c'est une popularité qui passe vite, ce n'est pas une vraie popularité. La popularité, là, ça dit que tu es né avec. Dans ton travail, là où tu es, ce que tu fais, quand tu donnes aux gens, tu tends la main, tu fais ceci. Ça, c'est une vraie popularité. C'est ça qu'on appelle popularité, vrai là. C'est ça qu'on appelle popularité. Écoutez ce jeune. Il y a eu tellement de polémiques
sur l'histoire de l'accident de notre Arafat. Et l'un des témoins oculaires de cet accident a décidé de parler sur les projecteurs d'Afrique Mag afin de dire tout ce qui s'est passé. Écoutons-le. Bon, c'est Christian Djane, à l'état civil. Et mon surnom, c'est Peka Ladoz, l'ami d'enfance de Didier Arafat. J'étais à mon boulot. Et mon ami m'a appelé, il m'a dit, bon frère, tu sais, j'ai plus confiance en quelqu'un. Viens, tu vas rester auprès de moi. En toi seul, j'ai confiance. Il lui a dit, Joe, mais je suis au boulot. Il m'a dit, laisse ton boulot tomber, viens rester avec moi. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est dans ça, j'ai laissé mon boulot, je suis venu avec mon ami. Ça fait près de 8 mois, j'ai laissé mon boulot, je suis avec lui. Et à la veille de sa mort, le jour de sa mort, j'étais à Blocos en famille. Et il m'a appelé, il m'a dit, bon, viens me trouver à la 7e tranche. Dans le bar de la sœur de... La cave de la sœur de Roja, qui a le yellow. Là. Voilà. C'est là que je suis arrivé. Il m'a dit, mais mon ami, on fait comment? On finit ici, on va à la 3, on va s'amuser un peu. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On était assis, en train de boire, on a bu quelques shots. On n'a même pas bu assez. Il me parlait des trucs, c'est la vie, il me parlait de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Il lui a dit, mon ami, laisse ça, on est venu pour s'amuser, qu'on s'amuse et on rentre. Mais vous savez, la vie n'est pas facile. Daichi a vraiment souffert. Il s'est senti abandonné par ses proches, par des gens à qui il avait le plus confiance. Tout le monde l'a lâché. Donc je vous dis, priez beaucoup pour le Daichi. Nous étions assis, il était aux environs de 21h30. Mon ami d'enfance m'a dit, François, je veux prendre un peu la moto, aller prendre un peu d'air, comme il avait l'habitude de le faire. Donc je lui ai dit, mon ami, bon, tu sais, prends ton casque. Il m'a dit non, s'il prend le casque, le vent n'a pas bien le souffler. Il lui a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais aller coordonner le carrefour. D'où la femme est sortie, il va aller coordonner le carrefour. Là, tu vas passer tranquillement à ta moto. Il m'a dit non, va récupérer mon téléphone. Au fait, il faisait tout pour m'éloigner, au fait. Comme s'il sentait que il allait lui arriver un truc. Il m'a dit, laisse le carrefour, va prendre mon téléphone qui est sur la table. Donc, lorsque je suis allé prendre le téléphone, il était déjà parti avec sa moto. Le temps de courir, arriver au carrefour, la dame avait déjà coupé. Et c'est dans ça, Daichi est tombé. J'étais avec lui, appelé les pompiers, avec lui jusqu'à même dans l'ambulance, jusqu'à la polyclinique. Donc tous ceux qui racontent des conneries, des bêtises sur les réseaux sociaux qu'ils étaient avec Arafat jusqu'au jour de sa mort, Arafat a dit ça, je suis la seule personne à qui Arafat a parlé avant de mourir. Moi, son ami d'enfance. Voilà, donc arrêtez d'écouter les ragots. Quand vous êtes arrivé à l'hôpital, c'était comment? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Parce que la polémique même se crée à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins sont arrivés. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une salle juste en bas. Ils ont essayé de lui mettre le gaz à oxygène. Là. Voilà, et puis après ils m'ont dit de sortir, qu'ils allaient l'envoyer aux urgences en haut. Après ça, j'ai plus vu mon ami jusqu'aujourd'hui. Donc, quand vous étiez dans le hall, tout ça, quand ils vous ont dit de sortir, dans le hall, vous étiez avec qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les polémiques se créent en fait sur les personnes qui étaient là, les premiers, sur les personnes qui ont réglé les soins. Non. Nous sommes arrivés à la polyclinique à minuit. Il n'y avait personne. J'étais la seule personne dans l'ambulance avec lui, avec le pompier. Donc je préfère tel le nom. Et dit bien, il parle bien ce gars, partagez la vidéo, envoyez à tout le monde, parce que ce monsieur est en train de dire des choses très très intéressantes. C'est pour ça que je parle de malhonnêteté intellectuelle de certains individus et de mauvaise foi. Mais ce n'est pas la bonne façon. Les gens ont tenté des coups d'État, ils ont fait rébellion. En 2017, ils ont pris l'arme, ils sont allés payer des conteneurs d'armes, ils ont déposé chez Soutousoul, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Le code Arafat, là, on doit respecter ça. Même ces vieilles femmes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas honte d'elles. Ces vieilles mamans que moi je respectais tant, qui n'ont même pas de respect pour la mémoire des enfants là. Vous allez aujourd'hui leur dire que Zasso dit, quand on a atteint cet âge-là,
C'est pas maintenant on prie Dieu. Et que Dieu ne peut jamais passer par vous. Parce que vous êtes, c'est-à-dire, quand on dit un lot de diable, là, c'est vous. Un lot de diable, c'est vieille femme qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire, Arafat m'a parlé, il dit ce que vous avez fait là. Vous les choses chinois là, ce que vous avez fait là. Toi, une vieille femme, une vieille femme. Même quand on dit on est bête, c'est pas de la fesse de la main. Moi, je vais dire ça aujourd'hui. Quand on atteint cet âge, on ne se comporte pas de la sorte. C'est Dieu qui va te parler pour dire, les gens ont déterré le corps dans. Ça veut dire que toi, ton Dieu là, ça dit ton Dieu, il est bête. Ton Dieu, il est bête. Ça dit, notre Dieu qu'on loue là, c'est pas de lui que tu parles comme ça. Même si c'est Jésus-Christ, c'est pas de lui que... Parce que Jésus-Christ était poli. Lui-même, il ressuscitait les morts. Le prophète Mohamed, Salah Mohamed, là, il était poli. Eux tous, ils étaient polis. Ils ne se foutent pas des corps des gens. Ils respectaient les corps des gens. Parce qu'eux aussi, ils sont morts. Et leurs corps ont été respectés. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux en tant qu'une grande femme et venir dire, Dieu dit que ce que vous avez fait là, c'est bon. Et il y a des gens qui me partagent ces audios. Ne m'envoyez pas ces audios, s'il vous plaît. Ici, là, moi, je suis dans un pays, depuis mon enfant, j'ai été bien éduqué. J'ai été tellement bien éduqué, donc ne m'envoyez pas ces audios, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis respectueux. Je suis respectueux du corps et de la vie privée des autres. Du corps des autres. La dépouille des gens, je respecte ça. Ne m'envoyez pas ces idioties-là que cette femme et ses amis pasteurs racontent. S'ils croient vraiment à Dieu, que Dieu en eux, là, Dieu n'a qu'à prier pour que les enfants qui souffrent là, Dieu va leur trouver eux là, leur Dieu là, va leur trouver du travail. Créer des ONG, trouver des gens, tu vas avoir des moyens pour trouver des ONG, des financements pour faire sortir ces enfants de la rue. C'est ce qu'on leur demande. Dieu le Christ là, il aidait les pauvres. Jésus-Christ, les prophètes et autres se sont battus pour aider les pauvres, changer les vies des pauvres, pas pour humilier les gens. Ici, les Blancs ont pris la religion pour changer les mentalités, les consciences des gens. Si leurs États, là, aujourd'hui, là, ici, sont respectés, au cœur de leur société, ce sont les catholiques, les quoi, c'est des religions qui sont respectées. Aujourd'hui, ils sont de grandes nations parce que la religion, là, ça fait un excellent travail. En Afrique, les évangélistes, un groupe d'individus sortis de nulle part, à un certain moment donné, se promènent partout. C'est eux qui voient Dieu. C'est eux qui connaissent Dieu. Et puis quand tu les regardes, eux-mêmes, tu les regardes même là, ils font pitié. Ils font pitié. Ils font honte. Mais ils disent qu'ils sont évangélistes. Ils disent qu'ils sont évangélistes. Comment toi, une maman, des mamans, vous pouvez venir vous asseoir, des enfants, c'est-à-dire vos petits-enfants, c'est-à-dire vous, vos petits-enfants, ils vont déterrer corps. Et puis tu dis, Dieu dit ce que vous avez fait là, c'est bon. C'est-à-dire ton petit-fils, c'est-à-dire toi, chez toi à la maison, on va prendre ton petit-fils maintenant, on dit, va déterrer corps. Tu ne vas pas accepter, hein. Tu ne vas même pas accepter que ton petit-fils fasse du n'importe quoi. Mais pour les autres enfants, tu es d'accord et tu justifies cela. Mais pourquoi toi-même Dieu ne t'envoie pas dans le fait? Puisque lui, il te parle, Jésus, là, il faisait lui-même ses propres actes. Jésus n'envoyait pas quelqu'un, lui-même, il partait faire. Donc toi, là, si ton Dieu t'a parlé, il pourrait t'utiliser pour que toi-même tu ailles déterrer le corps. Mais vous avez utilisé les enfants. Regardez ce que ce jeune dit. Voilà, et puis après, ils m'ont dit de sortir, qu'ils allaient l'envoyer aux urgences en haut. Après ça, j'ai plus vu mon ami jusqu'aujourd'hui. Donc, quand vous étiez dans le hall, tout ça, quand ils sont dit de sortir, dans le hall, vous étiez avec qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les polémiques se créent en fait sur les personnes qui étaient là, les premiers, sur les personnes qui ont réglé les soins. Comment ça s'est passé? Non. Nous sommes arrivés à la polyclinique à minuit 30. Il n'y avait personne. J'étais la seule personne dans l'ambulance avec lui, avec le pompier. Donc je préfère taire le nom. Nous sommes arrivés à la polyclinique, il n'y avait personne. La première personne que j'ai appelée était Olo Kwacha. C'est lui qui est venu rejoindre la polyclinique. Après ça, sa femme est arrivée. Ensuite de suite, les gens ont commencé à venir. D'accord. Et les soins d'Arafat, comment ça s'est passé? Qui a géré les soins selon vous? Les soins d'Arafat, c'est le père Ahmed Bakayoko. Merci encore, papa. Merci beaucoup pour tout le soutien que tu apportes à la famille, pour tout le soutien que tu apportes à la nation. Merci beaucoup, papa. C'est le père Ahmed Bakayoko. Celui qui a se levé pour dire, c'est moi, j'ai pris les premiers soins d'Arafat dans main, il ment. Excusez-moi pour ce thème, mais sa mère
C'est le père seul, la mère Bakayoko, qui a pris les soins de mon frère, de mon ami d'enfance en charge. C'est lui seul. Olo l'a appelé, il a dit, laissez tomber, je prends. C'est lui seul, la mère Bakayoko. Merci encore, papa. Donc, un dernier mot aux Ivoiriens qui nous regardent, une pensée qu'Arafat vous a inculquée, à laquelle vous voulez leur donner aussi. Ok, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers Chinois, chères Chinoises, portez toujours le Daesh dans votre cœur et dans votre pensée. Merci, cher ami. Cher ami, merci beaucoup. Merci pour ta vidéo. Merci, tu as parlé aux hommes intelligents. Nous, on a compris. On a compris. C'est tellement simple. Merci. Tu étais là. Tu étais au cœur de ça. Nous, on n'était pas là. Mais c'est nous, là, on n'était pas là. C'est nous, on fait rêve matin. C'est nous, on sait, c'est à qui nous, Dieu. Tu as dit toute la souffrance d'Arafat, là. Nous, on n'était pas là, on n'a rien vu dedans. Mais c'est sa mort, là, que Dieu est venu nous parler. Donc, on se promène partout pour intoxiquer les gens. Chers amis, on va passer à la vitesse supérieure. Je l'ai dit, je le disais tout à l'heure que j'ai eu mal. Que nos opposants, je n'ai pas vu d'opposants condamnés. Maintenant, on va terminer par une vidéo. Je vais terminer par une image qui m'a aussi choqué. Une image qui m'a choqué et je ne suis pas vraiment... Je vais profiter, en tout cas, toujours pour interpeller nos autorités. Cette image m'a choqué, chers amis. Cette image m'a choqué. Cette image m'a choqué. Voici une image. Voici une image. Ça, c'est une image. Ça, c'était le jour des funérailles, de l'enterrement. Le jour de l'enterrement, il y avait des policiers. Il y avait des hommes en uniforme. C'est-à-dire, quand on cassait la tombe d'Arafat, il y avait des gens en uniforme. Quand on cassait la tombe d'Arafat, il y avait des gens en uniforme. Il y avait des soldats en uniforme, des soldats. Et ces soldats filmaient le corps d'Arafat. C'est-à-dire des enfants sont en train de dépouiller le corps. Et des soldats filment le corps d'Arafat. C'est-à-dire une légende. Une légende. Que le monde entier s'est mobilisé. Le chef de l'État s'est investi. Le premier ministre Amadou Go s'est investi. Le ministre de la Défense s'est investi. Des artistes comme les Davido, les Sriki Diabaté, Fali Poupa, tous ces autres se sont mobilisés. Des enfants déshabillent le corps d'Arafat. Et puis des policiers, c'est-à-dire des policiers, nos forces de défense et de sécurité, certains éléments de nos forces de défense et de sécurité, des éléments de force de défense et de sécurité filment le corps. Ils sont avec les enfants et puis filment le corps. Ils sont avec des enfants et puis eux, ils filment le corps des militaires, des gendarmes, des policiers. Ils filment le corps. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps. Vous trouvez normal que des enfants dépouillent un corps. Regardez. Des enfants dépouillent un corps et que nos forces de défense et de sécurité sont là et ils filment le corps. Ils filment le corps. Nos forces de défense et de sécurité filment le corps de Guy Arafat. En fait, ça veut dire qu'on a encore beaucoup à faire, beaucoup. On m'a montré une vidéo où on dit qu'il y avait des policiers qui étaient là, et puis les enfants là disaient, nous là, on va déterrer le corps. Devant des policiers, hein, et les enfants disent, nous on va déterrer le corps. Et puis les policiers riaient, hein, les enfants. Ça j'ai vu, on peut dire ça. Mais ce qui est grave, ce qui est plus grave, c'est cette image.
Nos soldats qui filment le corps de Didier Arafat avec la complicité. C'est-à-dire, ils sont avec les enfants. C'est pour dire quoi? Je l'ai dit et je l'ai répété. C'est quelque chose qui a été préparé. C'est quelque chose qui a été préparé. Pendant qu'Ahmed Bakayoko, le gouvernement se battait pour enterrer l'enfant, les gens organisaient leur système. Ils ont, parce que dans ça, là, il y a des militaires qui sont pro-Gon, qui sont pro-Soro, qui sont ceci, qui sont cela. Parce que pour moi, un soldat, un militaire, un gendarme, tu ne peux pas accepter ça là. Tu ne peux pas accepter. Et quel enfant tu vas avoir? Au moins, on peut dire vous avez lutté avec les enfants. Au moins, on peut dire que vous avez voulu faire ça. Et puis, mais vous-même, vous êtes là avec... Attends, je vais voir, on dirait que mon truc se décharge là. Ok, ça va. Je suis à 75%, ça va. Ça dit des soldats, eux-mêmes avec les enfants. Les enfants tirent le corps. Il n'y a pas un soldat qui va dire non. Il n'y a pas un soldat qui va dire oui. Eux-mêmes, ils sont là et puis ils filment avec les enfants. Moi, j'ai eu mal. J'ai eu mal. C'est pour ça que je voudrais encore dire au ministre de la Défense, surtout au Premier ministre, et au ministre de la Défense, parce que la génération, la Côte d'Ivoire de demain, ça sera vous. La Côte d'Ivoire de demain, ça sera vous. Vous avez commencé un excellent boulot. Je l'ai dit, le boulot, c'est ici, l'éducation des masses. Il faut que nos forces de défense et de sécurité, il faut les éduquer. La Chine de Mao Tse-tung et de Kim Il-sung ont éduqué les forces de défense et de sécurité. Même les hommes politiques. Les hommes politiques ici en Europe ont été éduqués. Ici, là, n'importe qui n'est pas homme politique. Ici, n'importe qui ne fait pas la politique. Ici, là, n'importe qui ne fait pas politique. Si tu veux faire politique, là, c'est que tu es assis. Tu es assis. Pendant des années, tes parents ont travaillé, tes parents ont eu de l'argent, tu as une bonne vie, tu as une vie stable. C'est pas quand tu es devenu, il y a eu la guerre, tu es devenu ministre, ou tu as fait ça. Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est des gens qui ont d'abord travaillé, qui ont une vie stable. Non, ils sont conscients. Eux-mêmes, ils sont conscients. Quand ils font la politique, ils le font dans l'intérêt du peuple. Il ne peut jamais encourager la déstabilisation de son pays. Il ne peut jamais encourager les coups d'État, ni les rébellions dans son pays. Il ne peut pas. Parce qu'on leur a déjà éduqué. On dit, vous pouvez tout faire, mais l'ennemi ne doit pas rentrer en France pour déstabiliser la France. Vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas pactiser avec le diable pour venir déstabiliser notre pays. Donc, ça là, eux, ils ne jouent pas avec ça. Chez nous en Afrique, que ce soit nos hommes politiques, la plupart, que ce soit nos soldats, la plupart, n'ont pas encore compris pourquoi ils sont soldats pour défendre la République. Des soldats qui filment le corps et qui sont... On a beaucoup de choses à faire, chers amis. On a beaucoup à faire. On a tellement de choses à faire. Et nous souhaitons que les sanctions qui vont être prises, il faut que les sanctions soient prises. Les sanctions soient prises. Ici, un soldat, tu as fait une erreur. Tu as fait cette bêtise-là. C'est fini pour toi. Parce que ça va mener d'autres soldats à prendre conscience. Comprendre qu'on est soldat pour protéger tout le monde. Même les morts, on doit les protéger. Même les morts, on doit les protéger. On ne doit pas aller filmer les corps des morts. C'est grave. Chers amis, on va maintenant aller dans le discours de Pascal Affi-N'Guessan. Affi-N'Guessan était avec le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko. Il a été reçu par le ministre Ahmed Bakayoko. Affi-N'Guessan a décidé aujourd'hui d'apporter son soutien à la commission électorale. J'ai entendu beaucoup de choses sur des pages. Affi-N'Guessan a trahi. Affi-N'Guessan n'est pas, on ne peut pas compter sur Affi-N'Guessan pour avoir une vraie opposition en Côte d'Ivoire. Affi-N'Guessan est otage de Ouattara. Ça, c'est les journaux PDCI. Hein, c'est les journaux PDCI qui disent ça. J'ai lu ça. Attends, on va terminer dans 15 minutes. Ça, c'est le réveil. Le journal Le Réveil d'aujourd'hui. Affi-N'Guessan, il a décidé d'apporter son soutien à la CEI, non consensuelle. Affi acheté ou otage aussi de Ouattara.
Afi acheté ou otage aussi de Ouattara. Chers amis, je voudrais dire à nos opposants du PDCRD, moi, je reproche beaucoup de choses à Afi. Afi Nguessa, si vous traitez Afi Nguessa comme ça aujourd'hui, c'est parce que lui-même, il ne se prenait pas au sérieux. Afi Nguessa, si vous le traitez comme ça, c'est parce que lui-même ne s'est pas pris au sérieux. Afi Nguessa, il était dans le gouvernement de Gbagbo. Afi Nguessa était le premier ministre de Gbagbo. Afi Nguessa était là quand Gueye, depuis l'opposition, Afi était avec Gbagbo. Donc, quand on dit l'homme sûr de Gbagbo, Afi, il connaît tout secret du FPI. Afi n'est pas n'importe qui. Afi Nguessa n'est pas n'importe qui au sein du FPI. Il était directeur de cabinet de Laurent Gbagbo. Gbagbo ne peut rien faire sans Afi. Afi est l'un des technocrates au sein du FPI. Parce que c'est un ingénieur. Mais arrivé à un certain moment donné, Gbagbo a perdu le pouvoir. Afi voulait tellement se faire aimer par les pro-Gbagbo. Afi voulait tellement que Gbagbo l'aime trop. Donc lui-même là, il s'est fait emballer à un certain moment donné. Moi j'étais en exil ici. J'étais en Suisse ici. Quand Afi allait à Djiberoua, quand on a libéré Afi. Moi j'étais en Côte d'Ivoire quand Afi a été arrêté. J'étais à Yopougon quand Afi a été arrêté. Mais je pense qu'après ce discours-là, Afi va se ressaisir. Envoyez-lui ma vidéo, dites-lui que Zasso dit il est en train de te parler. Dites à Afi que Zasso te parle aujourd'hui. Moi, je vais parler à Afi. C'est plusieurs fois que je parle à Afi. Quand on est opposant, on doit chercher à construire et non à détruire. Une opposition n'est pas faite pour détruire. Elle est faite pour construire parce que l'État vous finance. C'est des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts et autres. Et puis vous, l'opposition, on vous paye. On vous paye de l'argent. C'est des gens, matin, midi, soir, qui travaillent, les femmes dans les marchés, partout. Elles se débattent dans les marchés au gourou au matin pour payer les impôts. L'argent rentre et puis vous, là, les partis politiques, on vous finance. L'État vous donne des millions. C'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les cotisations de vos militants parce que la plupart de vos militants sont pauvres. La plupart de vos militants au FPI, là, ils sont pauvres. C'est des paresseux, ils n'aiment rien faire. Eux, ils sont là, c'est la personne de Gbagbo. Mais pour que le parti politique soit une machine, ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, en Europe, ici, les partis politiques sont des machines qui sont financées par des militants. Et c'est les militants qui décident de l'avenir du parti politique. Chez nous, là, c'est le boss qui a la tête. Le boss, c'est Gbagbo. Le boss, c'est Gbagbo. Gbagbo, le boss, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Donc, on est resté dans ça pendant 9 ans. On est resté dans ça pendant 9 ans. 9 ans. Il y a eu une tentative de coup d'État manqué à Bouaké. En 2019, Afi Nguessa, toi, tu es allé aux élections avec le président Ouattara. C'est-à-dire, malgré la colère, les injures, les haines, les humiliations que tu as connues, toi, Afi Nguessa, tu es allé aux élections avec le président Ouattara. Moi, mes Zasso, j'étais encouragé, j'étais même appelé. Moi, j'appelais Afi, j'appelais son épouse, et puis j'ai dit, grand frère, rentre dans la République, arrête de jouer le jeu. Si Blé Goudé n'est pas libéré, on va faire ça, il faut arrêter ça. Il a dit ça à Kogobré, à Djiberoua. Quand Afi a dit que non, si Blé n'est pas libéré, je vais faire ça, j'ai dit, non, grand frère. J'ai appelé Afi, demandez-lui, dites-lui que Zasso dit, il t'a appelé. J'ai dit, grand frère, restez à Djiberoua pour dire, si Blé n'est pas libéré, on va se soulever là. C'est des discours qu'on ne tient pas. Blé est en exil au Ghana avec nous tous. Si Blé est arrivé en Côte d'Ivoire, attendant un jour, lui-même, il va nous parler. Il ne faut pas avoir se précipiter. Le moment viendra où Blé nous dira pourquoi du Ghana, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il va nous dire, Blé, c'est mon frère. Mais est-ce que vous voyez que je parle? Est-ce que vous voyez que moi, Zasso, depuis Blé fait tout ça là, je parle? Je ne parle pas, par respect. Parce que je l'ai rencontré au Ghana. C'est mon frère. C'est mon ami. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais pour le moment, je ne parle pas. Tout ce qu'il fait là, je regarde, mais je ne parle pas pour le moment. Comment Blé du Ghana s'est retrouvé en prison en Côte d'Ivoire? Il nous dira le moment venu. Non, ce n'est pas la peine de dire comme Blé, on ne libère pas Blé. Non, il est en prison. On lui reproche des choses. Laissons la justice faire son travail.
On est sorti d'une crise violente où il y a eu des morts. Et quand Blé partait en exil, Blé là, on l'a protégé puis il est sorti de la Côte d'Ivoire. Blé était là, Blé sait tout ce qui s'est passé dans Gbagbo, c'est-à-dire à la résidence de Gbagbo, tout ce qui s'est passé, Blé sait. J'ai dit, j'aime pas la mauvaise foi. J'aime pas la mauvaise foi là où des gens sont morts. J'aime pas la mauvaise foi là où les gens sont morts. Moi, je suis resté à Abidjan quand il y avait la guerre. J'ai fait 2 semaines après l'arrestation de Gbagbo. J'étais à Yopougon. C'est le grand frère de Blé qui m'a dit Zasso. J'étais en plein meeting, il dit Zasso, il faut arrêter ça là, viens. Il faut chercher à sortir du pays. Cherche à sortir du pays parce que ce n'est pas bon. Surtout pour toi-même, sors. J'ai dit, ah bon, j'ai mes amis du RDA qui m'ont appelé. Au RDA aussi, moi j'ai mes amis. Depuis le Golfe, tu m'as appelé, tu dis, Zasso, il faut sortir. C'est pour ça que moi, je fais ma politique là. Je ne veux pas protéger un camp. J'essaie de parler pour qu'on crée les conditions de paix. Il y a mes amis qui m'ont appelé du Golfe. Tu m'as dit, Zasso, nous on t'aime aussi, il faut sortir. Je suis sorti, j'ai trouvé Blé au Ghana. J'ai mis du temps avant de trouver Blé au Ghana. Mais je ne rentre pas pour le moment dans des détails. Je vais m'organiser un jour, je vais le rencontrer, on va parler. Parce que je l'attends parler, il dit beaucoup de choses parfois. Je le comprends. Parce qu'il a été tellement au loin du pays, beaucoup de choses passent, chacun veut être leader au FPI, chacun veut remplacer Gbagbo, chacun veut être... Moi, je regarde tout ça. Mais je me battrai pour aller m'asseoir avec mon grand frère. Et puis je vais lui dire, frère, le monde a changé. Le monde a changé. On est maintenant en 2019. Et ceux qui sont au pouvoir sont des intellectuels. Des hommes conscients, responsables, qui à un certain moment donné de l'histoire ont su se ressaisir. Aujourd'hui, regardez comment ils ont positionné la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un grand pays aujourd'hui. La Côte d'Ivoire en pleine santé. Je profite pour dire à mon grand frère Charles Blé Goudé que la Côte d'Ivoire se sent bien. Ça va. Parce qu'il a dit sur RFI que la Côte d'Ivoire est malade. Non, le pays n'est pas malade, ça va. Ce sont les opposants politiques qui ont un problème. Sinon, la Côte d'Ivoire va bien. Ce sont les opposants politiques qui ont gouverné ce pays, qui estiment qu'eux là, ils ont fini de gouverner, ils ont échoué, mais ils vont venir, on va leur donner encore d'autres chances, et puis ils vont venir corriger leurs faiblesses. Voilà le vrai problème, grand frère. Mais ce qui est dommage, c'est que tu tombes dans leur jeu. Et je pense qu'on va se parler le moment venu. Mais pour le moment, je suis là où je suis. Et je suis mon pays de près. Je suis mon pays de près parce que ça nous tient tous à cœur, ce pays. Afin Guessan, toi, les gens font un coup d'État. Une tentative de coup d'État à Bouaké. Tu es allé aux élections avec le président Ouattara. Ce n'est pas à toi, fille, de venir dire à Ouattara, au président Ouattara, il faut démissionner. Les gens font un coup d'État, c'est-à-dire qu'ils ont paralysé le pays. Ils ont voulu renverser le régime du président. Et toi, l'opposant qui a été aux élections avec lui, tu viens dire aux yeux du monde entier que faut président, faut démissionner, faut discuter avec eux. C'est là que j'ai vu que en Côte d'Ivoire, on ne fait plus la politique. On est dans des petits jeux. On est dans des petits jeux, souvent on baisse la garde, on essaie de se relever parce qu'on cherche une faille. Comme on va approcher le pouvoir, comme on va faire, puis on crée quelque chose, et puis demain quand ça va frapper, on va applaudir nous tous. Moi, je ne suis plus à ce stade de déstabiliser les pays, des régimes, et puis applaudir. Parce que le pire, là, ça revient contre le peuple. Moi, j'étais à Yopougon, j'ai vu comment les gens sont morts. Ceux qui avaient la grande gueule, qui parlaient dans les agoras, ils ont tous fui. Tous ceux qui parlaient, qui avaient la grande gueule, qui avaient les micros qui parlaient, ils ont tous fui quand il y a eu la guerre. C'est nous, on était avec eux, c'est nous. C'est nous, on était là. C'est nous, on ramassait les corps, c'est nous. Donc, moi, Zasso, là, de là où je suis assis, là, je ne peux pas accepter un coup d'État ou une déstabilisation du régime actuel. Je ne peux pas accepter. Faites-moi confiance, c'est moi qui le dis. Et je continuerai toujours de dire à mon Dieu Gon Coulibaly, finance dans l'armée, ne jouez pas avec notre armée. Financez, rendez l'armée puissante. Parce que les Occidentaux ont réussi à investir dans l'armée. C'est pour ça que les États sont stables. La science et la technologie. Faites de votre armée une grande puissance, ne jouez pas avec. Une armée bien organisée, ça, là, on va étouffer. Les gens vont faire leur bruit, on va les étouffer, puis on avance. Et puis la Côte d'Ivoire, on peut programmer ça sur 50 ans. C'est une question de volonté. Et les bases doivent se construire maintenant. Les 50 ans, c'est maintenant qu'on va construire ça. Les opposants, là, ils ont tous gouverné. J'ai parlé à Afin Guessan. Afin Guessan, toi, le FPI a tout perdu.
Nombreux cadres sont morts. Nombreux cadres sont morts sous tes yeux, toi, fille. Tu es là, le président Ouattara est dans le gouvernement. Il a un gouvernement où Bédié a des ministres. Bédié a des directeurs de cabinet. Bédié a tout. Toi, fille, tu n'as rien. Alors que tu as été l'opposant, c'est toi qui es allé aux élections. Tu es l'opposant, c'est-à-dire, on dit qu'on dit leader de l'opposition, le gouvernement t'a donné le titre, on dit c'est toi, fille. On dit, tiens, toi, c'est pour toi. Mais le gouvernement te donne un pouvoir pour t'imposer, pour reconstruire ton parti qui a été cassé. Au FPI, on t'a détruit à un certain moment donné. On a mis ta femme en prison. On a mis tout le monde en prison. Même ta femme, sous Babo a mis ta femme en prison. Parce que Stéphane Kipré a pris l'argent d'un café cacao. On a accusé ta femme. Babo ne voulant pas mettre son épouse en prison, allait prendre toi. Et ne voulant pas mettre son, comment on appelle ça, son beau-fils Stéphane Kipré en prison. Toi, Afi, Babo t'a pris, il a pris ta femme, il l'a mis en prison. Toi, Afi, tu as fait conférence de presse quand Babo a été arrêté. On t'a pris, on t'a mis en prison. Mais malgré tout ça, Babo organise des gens pour te déstabiliser. Babo organise des gens, il ne veut pas te recevoir. Il reçoit les pro-Soro, il reçoit les pro-Bédié. C'est-à-dire tous ceux qui veulent déstabiliser Babo, là, Babo les reçoit. Mais toi, Afi, il n'est pas prêt pour toi. Mais est-ce que tu es obligé de jouer le jeu de Babo? Toi, Afi, tu es obligé? Tu es obligé? Parce que tu veux la popularité, tu veux les militants du FPI. Tu veux forcément te faire aimer par des militants qui ne sont même pas formés. Tu veux à tout prix te faire aimer. Parce qu'en Afrique, c'est la popularité. Mais ça ne vaut rien. Ça ne fera pas de vous de grands leaders. Si vous voulez vous accrocher à des gens, ça dit malgré leur comportement, ils doivent vous aimer forcer, vous allez les aimer forcer, vous ne pouvez jamais avancer et puis vous allez toujours vous détruire. Vous allez toujours vous détruire. Quelqu'un ne t'aime pas, il te le démontre matin, midi, soir. Il reçoit Soro, il reçoit les gens de Soro, il reçoit Bédié, il reçoit les gens de Bédié. Et toi qui as souffert avec lui, toi qui as lutté avec lui, il n'est pas prêt. Mais laisse-le. Laisse-le. J'ai dit à la fille, j'ai parlé à sa femme. J'ai dit, mais arrêtez-moi ça. C'est quoi cette bêtise là? Arrêtez-moi ça. Sans Babo, vous ne pouvez pas vivre. Sans Babo, vous ne pouvez pas vivre. Sans Babo, c'est quoi? Parce que tu veux devenir, parce que tu veux devenir leader politique. Non, tu vas obliger de te... C'est-à-dire, tu vas te faire enfant, bébé. Toi, mais tu as dit, toi, te faire bébé. On va marcher sur ta parole. Parce que tu veux devenir leader politique. Parce que tu veux devenir leader politique. Non. Afin Guessa, je lui ai dit, je lui ai parlé, monsieur le Premier. Il est venu à Paris ici. On s'est retrouvé à Paris. Mais son seul mal, il a un monsieur qu'on appelle Jean Bonnet. Il a un monsieur qui s'appelle Jean Bonnet. La seule chose que je déplore toujours chez nos hommes politiques, c'est le tribalisme. Le tribalisme. Ça dit se faire entourer de vos frères. Alors que ces frères-là, ce n'est pas sûr qu'ils ont une vision. Quand on est homme politique, on veut devenir président, on s'ouvre à tout le monde. On cherche même les meilleurs conseillers pour nous aider à avancer dans notre vie politique. Ici en Europe, là, on les paye cher. Les blancs recrutent, les partis politiques, là, c'est des intellectuels, des cadres. C'est comme une entreprise, les partis politiques. Afi passe son temps. Si c'est pas Jean Bonnet n'est pas assis là, Afi ne peut pas parler à quelqu'un. Tout là, ça doit être Jean Bonnet. Alors que Jean Bonnet, communication, il ne vaut rien. Il est nul. C'est un grand frère, je le respecte, mais il ne vaut rien. J'ai vu pendant des années qu'au plan de la communication, il ne peut rien apporter à Afi. Moi, je le dis, je n'ai rien caché. Il ne peut rien. Il a renfermé Afi. Jean Bonnet renferme Afi. Mais Afi, c'est un homme politique. C'est un leader. Il doit parler à tout le monde. Il doit accepter qu'on lui donne des conseils, qu'on lui parle. Vous avez gouverné le pays pendant 10 ans, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. C'est sous votre régime que les Ivoiriens sont morts. C'est sous votre régime qu'il y a eu la guerre, il y a eu la rébellion. Mais ce sont vos faiblesses, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous-même vos propres faiblesses qui ont mené la rébellion. C'est vos incompétences. C'est vos naïvetés qui ont envoyé la politique, qui ont envoyé la guerre. Donc vous devez la fermer, vous au FPI. Parce que vous avez été un échec, c'est moi qui vous le dis. Alors, ça veut dire quoi? Tu te lèves ici à Fi, tu n'as pas maire, tu n'as pas député, tu n'as rien. C'est Bédié qui t'en va prendre. Ça dit Bédié est fâché. Bédié, lui, il est fâché. Il a fait 9 ans de partage de pouvoir. Bédié a fait 9 ans de partage de pouvoir avec le président Ouattara. Bédié a contribué à envoyer Babo à la CPI. Bédié, là, c'est lui-même qui était à la tête avec Soro. C'est eux qui ont dit au président Ouattara,
Ceux qui ont dit au cadre du RDR, si vous gardez Gbagbo et Blé Goudé ici, ils vont vous renverser parce qu'ils sont dangereux. C'est comme ça qu'on a mené Gbagbo et Blé Goudé à la CPI. Bédié n'a jamais mené d'action vis-à-vis de Gbagbo. Bédié n'a jamais mené d'action. Soro n'a jamais mené d'action. Maintenant, comme ils sont incompétents et qu'ils veulent que le président Ouattara leur donne le pouvoir en 2020 et qu'on leur donne la tête du RDR, Soro lui veut la tête du RDR. Chose comme il s'appelle, Bédié veut la présidence. Le président Ouattara dit lui ne veut pas. Parce que lui, là, il a beaucoup investi dans ce pays. Il a fait venir des hommes intellectuels. Il a fait venir les Mo Ibrahim. Il a fait venir les Dangote. Les Dangote, c'est des gens qui sont des multimilliardaires. C'est des multimilliardaires. Dangote, il est riche. Aujourd'hui, il investit en Côte d'Ivoire. Les Mo Ibrahim sont des multimilliardaires. Ils ont des fondations qui accompagnent des États. Le président Ouattara allait chercher des grands hommes d'affaires pour venir investir, même les Marocains. C'est ce pays-là. Soro veut qu'on lui donne. C'est ce pays-là que Bédié veut qu'on lui donne. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça. On doit donner ça à Bédié. Des gens qui ont détourné. Soro qui a créé une rébellion, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui a créé une rébellion. Mais il faut être un homme normal pour ne pas comprendre ce que Zasso dit. Et un homme irréfléchi pour ne pas comprendre ce que Zasso dit. Il faut être un homme irréfléchi. Même la Russie, les grandes nations sont gouvernées par des gens qui ont une connaissance parfaite des États, c'est-à-dire des affaires de l'État. Ceux qui ont une maîtrise parfaite des États, des affaires de l'État. On ne confie plus la côte des pays aux hommes passionnés, aux populistes. Ils ne vont rien faire. Toi, Afi, quand tu es face à cette situation, toi, Afi, tu t'envoies le président Ouattara, tu dis, je veux aussi des ministres. Parce que les gens qui te suivent là, c'est des pères de famille, c'est des cadres. Ils ont besoin d'exister, ils ont besoin de vivre. Bédié a des ministres, toi, Afi, tu n'as pas de ministre. Tu n'as rien, et puis tu es assis là, alors que tu as été aux élections avec Ouattara. Souvent, tes régimes là, Bédié avait ministre, le président Ouattara même avait ministre. Toi, Afi, tu n'as rien. Parce que tu as un conseiller qu'on appelle Jean Bonnet. C'est lui seul que tu écoutais. Tu te lèves, tu t'en vas signer chose avec Bédié. Tu te lèves là, tu t'en vas signer encore un Bédié. Plateforme un Bédié. Plateforme là, Bédié te chasse de la plateforme. Parce que quand il a vu, il a dit que tu ne peux pas faire son affaire, tu as 9%. Il s'est levé, il allait voir Babou. Bédié dit, toi, Afi, il n'y a plus besoin de toi. Moi, il y a besoin de... Non, Afi, les gens jouent avec toi. Alors que tu es un cadre, tu es un intellectuel. Tu es un cadre, mais tu es mal entouré, tu es mal conseillé. Le problème d'Afi, il est mal entouré, il est mal conseillé. Il est mal entouré, il est mal conseillé. Et c'est ça son vrai défaut à Fingissa. Il ne s'agit pas d'en faire de grandes études, de gros diplômes. Mais on est en politique. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. C'est comment faire pour changer les conditions de nos populations. Changer les vies des gens. C'est ce qui doit être important. Ton parti a connu la guerre. Ton parti a fait la guerre. Et vous n'avez pas gagné les élections en 2010. Toi, fille, tu sais. Tu connais les résultats, tu connais les palabres au sein du FPI. Tu sais que Gbagbo, là, il ne vous a pas financé, vous les cadres du FPI. Tu sais que Gbagbo a donné tout l'argent du parti à sa femme, Nadi Bamba, 10 milliards, toi, fille, tu sais. Mais quand on arrive à ce niveau de nos erreurs, de nos faiblesses, on se ressaisit. On se ressaisit, on se dit des vérités. Et on travaille avec le gouvernement. Tu n'es pas obligé d'être président de la République africaine. Tu travailles avec le gouvernement, tu imposes tes cadres, tu permets à ces cadres-là de rebondir. Parce que chez nous, les gens, quand ils font quelque chose, ils veulent à chaque fois que ça soit eux, c'est eux qui doivent profiter. Non, Afi s'est replié sur lui et s'empêcher beaucoup de cadres du FPI à ne pas avoir de fonctions. Les gens sont restés au chômage. Ils n'ont rien et puis ils sont assis là. Ils n'ont rien. Et puis ils sont assis là. Noël Blaise, je l'ai beaucoup fait. J'ai appelé Afi. Je suis allé à Paris, je l'ai rencontré. Je l'ai appelé d'ici. Je lui ai parlé. Mais ça dépend. Quand vous renfermez dans vos groupes ethniques, là, ça devient difficile. Et c'est ce que je faisais sous Gbagbo quand j'étais dans les agorés parlements. Quand j'ai dit que Gbagbo ne doit pas dialoguer avec Soro, il n'a qu'à mater. On dit Zasso, tu es un extrémiste. J'ai dit non. On ne dialogue pas des chefs rebelles qui ont tué. On les mate. Ici, quand il y a le terrorisme, on les mate. On les met en prison. Afi ne m'a pas écouté. On va terminer dans 10 minutes. Afi ne m'a pas écouté. Toi, Afi, tu crois que c'est la CEI qui va te faire gagner l'élection.
Tu veux jouer le jeu de Bédier, ce n'est pas la CEI qui fait gagner l'élection. Vous-même, vous savez tous que ce n'est pas la CEI qui fait gagner l'élection. Vous savez tous comment les élections se gagnent. En Europe, ici, là, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Ce n'est pas la commission électorale. En Afrique, on perd trop de temps. On perd trop de temps parce qu'on ne se fait pas confiance. Mais si on ne se fait pas confiance, comment on va construire des États? Si on ne se fait pas confiance là, comment on va construire nos sociétés? Dans l'intérêt général de la population, on doit toujours se faire confiance. Parce que c'est l'intérêt du peuple qui est engagé. Ce n'est pas nos intérêts personnels. C'est l'intérêt du peuple qui est engagé. Donc, on doit se faire confiance. Ici, là, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections en France. Le ciel ne tombe pas sur leur pays. Mais pourquoi chez nous, en Côte d'Ivoire, toujours à cause de commission électorale, les opposants vont faire palabre? Ça veut dire que les opposants n'ont pas confiance en eux. Mais Afi, tu dois te battre pour que le régime du président Ouattara soit fort. Tu dois te battre pour que tu ne dois pas jouer le jeu de Bédier et de Soro. Mais Afi a voulu tomber dans le jeu de Bédier et de Soro. Aujourd'hui, la Bédier et Soro ont humilié Afi. Afi maintenant retourne dans la commission électorale. Afi maintenant retourne dans la commission électorale. Afi retourne maintenant dans la commission électorale. Moi, je dis merci au ministre Ahmed Bakayoko. Je lui demande toujours, il faut continuer de leur parler. Parce que nos aînés là, ils croient qu'aujourd'hui, ils peuvent revenir au pouvoir. Ils croient qu'ils peuvent utiliser les petites voix. Ils croyaient que Soro allait faire coup d'État. Ils croyaient que l'alliance Bédier-Soro... Moi, je suis en Suisse ici, on m'a dit ça. Des gens m'ont appelé. Ils m'ont dit, la coalition, là, ça va renverser Ouattara. Je leur ai dit, nous, on est prêts. De la même manière, vous êtes prêts, là. Nous aussi, on est prêts. Ce n'est plus le temps de Gbagbo. De la manière, même que ce soit sur les réseaux sociaux, partout, on est prêts. Et bientôt, là, nous-mêmes, on va descendre sur le terrain. On va aller dans les villages. On va parler à la jeunesse. 2020, là, c'est bouclé. C'est bouclé. Ne vous trompez même pas. C'est bouclé. Vous pouvez aller déterrer vos corps. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vos problèmes. Allez-y humilier les corps. C'est vos problèmes. Mais ça sera aussi vos malédictions. Ça sera aussi vos malédictions. Le pouvoir en 2020 ne va pas revenir à quelqu'un. Et je vois des journalistes du PDCI qui se plaignent. Mais si Afi a compris aujourd'hui, je souhaite que Afi garde ce style. Tu ne seras pas président maintenant, là, tu ne peux pas être président, Afi. Moi, je te dis la vérité, président, tu ne peux pas être président. Rentre, travaille avec le pouvoir pour toi-même construire ta nouvelle équipe. Quand tu ne seras pas là, toi, Afi, il faut que tu reconnaisses que tu as fait un travail. Mais si tu veux rentrer dans cette histoire qui consiste à jouer le jeu de Gbagbo et de ses propres Gbagbo, ceux-là, il faut les laisser comme ça. Laisse-les comme ça. Laisse-les comme ça parce qu'ils ne comprennent pas que le monde a changé. Ils ne savent pas ce qu'on appelle un parti politique. Pour un parti politique, c'est le tribalisme. C'est aimer quelqu'un. C'est aimer un individu. Ça fait 9 ans qu'ils sont dans ça. Ils n'arrivent même pas à s'asseoir pour faire leur bilan. Ils n'arrivent même pas à s'asseoir pour rendre compte de leur bilan. C'est un échec. Aujourd'hui, Blé Goudé les laisse. Blé aujourd'hui est en train de positionner son COGEP. Normalement, Blé devait être au FPI. Puisque les enfants de Gbagbo. Donc, il doit retourner au FPI. Mais aujourd'hui, il a en train de positionner son COGEP. Donc, Gbagbo là, FPI va tirer ici, Blé va tirer ici. C'est-à-dire, on partage les militants. On va partager les militants. On n'arrive pas à faire un front pour positionner de nouvelles personnes. Mais on va garder les mêmes personnes qui ont échoué. Voilà leur vision politique. Chers amis, pour terminer, voilà une vidéo. Parce que ce que je vois de mon pays, ce n'est pas ce que j'ai rêvé. Certains le disent. J'ai dit le premier mandat de Ouattara était bon. Mais le deuxième, à partir du moment où certaines joignent, lui ont fait croire qu'il fallait faire un troisième mandat. Il a oublié de diriger le pays et ils ont commencé à penser à la confiscation du pouvoir. Et voyez-vous, ça c'est à Paris. Ça c'est à Paris, c'est Soro qui parlait à Paris. Il parlait devant des Camerounais, des Congolais et puis son petit groupe d'Ivoiriens.
Soro, l'ancien premier ministre, le chef de guerre, l'ancien premier ministre de Gbagbo et du président Ouattara. Soro, le ministre et le président de notre Assemblée nationale. C'est-à-dire pourquoi on lui donne la chance là, on lui a donné l'Assemblée nationale. Pour proposer des projets qui vont changer nos vies. C'est-à-dire nous qui sommes à l'extérieur, comme en Côte d'Ivoire, Soro va proposer des lois pour que nos vies changent. C'est Soro là qui parle. Malgré tout ce pouvoir qu'on lui a donné, il n'a rien fait. Hein. Il dit que c'est le président Ouattara qui veut confisquer le pouvoir. Le président Ouattara l'a dit depuis longtemps. Que lui, il veut donner le pouvoir à la nouvelle génération. Confisquer pour le pouvoir ne l'intéresse pas. Et puis s'il le confisque, il a travaillé. Il travaille, il bosse. Il bosse. Ce n'est pas à toi, Soro, que le président Ouattara va confier son pouvoir. Soro. Moi, je te dis la vérité. Depuis le début, moi, j'étais le premier à dire aux gens ici. J'ai fait vidéo pour dire à Soro, depuis 2016, que RDL, là, ils ne vont pas te donner. C'est moi qui ai dit ça, les vidéos sont là. Si vous voulez, là, je vais rebalancer les vidéos. J'ai dit à Soro que RDL, là, ils ne vont pas te donner. Ils ne vont pas te donner. C'est moi qui te dis, ils ne vont pas te donner. RDL, là, c'est une machine. Et puis, tu as été chef de guerre. Tu as été à la tête d'une rébellion. Ce n'est pas toi qui vas diriger le RDR. Si le RDR t'a confié le RDR, moi, je vais faire vidéo, les cadres là, je ne vais pas les louper. J'ai dit ça depuis longtemps. J'ai dit ça depuis longtemps. J'ai dit, si toi, Soro, on t'a confié la tête du RDR, c'est que les cadres du RDR, ils n'ont rien compris de la vie. C'est qu'ils n'ont rien compris de la vie. Avec la guerre, tu as fait tes petits coups avec Gbagbo, tu as fait tes business, tu as trahi Gbagbo, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Malgré tous les milliards qu'on t'a donnés, tu as renversé Gbagbo. Tu allais donner une élection où Gbagbo a eu 38% au premier tour. Tu as passé ton temps à diviser les cadres du RDR. Gbagbo. Soro même a fait que Gbagbo a chassé la maître Bakayoko du gouvernement. Soro a poussé Gbagbo à chasser certains cadres du RDR du gouvernement. Soro était dans un jeu pour renverser, c'est-à-dire pour casser le président Ouattara après les élections de 2010. Moi, je vous ai dit ça ici. J'ai dit, ah, ça c'est un problème contre Soro. Ça c'est un problème personnel contre Soro. Je n'ai pas de problème personnel contre Soro. Hein. Jamais. Moi, je dis ce qui est clair. Vous voulez, vous ne voulez pas. Moi, je dis ce que je pense. Et c'est mon droit. On ne peut pas m'enlever ça. Il a braqué la BCAO. Ça, c'est vrai, merci. Quand on a fait ça, on ne te met pas à la tête d'un parti politique que les gens ont construit pendant des années. Quand tu as été un voyou, un délinquant, à la tête d'une rébellion, on t'a nommé Premier ministre, tu as gaspillé des milliards. Gbagbo a trop donné d'argent à Soro. Gbagbo a humilié des cadres du FPI à cause de Soro. Tu n'as rien apporté, tu dis on n'a qu'à te donner le RDR. On va te donner le RDR pourquoi? Le président Ouattara a fait de grandes études. Il a fait les États-Unis. Il est dans un grand réseau d'hommes qui ont travaillé. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas été enseignant dans une école. Tu n'as rien fait. C'est toi, Soro, qu'on va mettre à la tête du RDA où il y a les Gon Coulibaly. C'est-à-dire les Gon Coulibaly qui maîtrisent des dossiers, c'est-à-dire des ingénieurs, des grands travaux, des intellectuels, les Ahmed Bakayoko, qui sont assis, des grands communicateurs, des gens qui ont fait nostalgie. Les Amotano, des intellectuels sont là. Et puis on va dire à Soro, toi, viens être le président du RDR. Parce que tu as créé rébellion. Et les gens, il y a des militants qui étaient tombés dans ce jeu. Il y a des militants qui sont tombés dans ce jeu à un certain moment donné. Mais Dieu merci que nous sommes là, beaucoup se sont ressaisis. Beaucoup se sont ressaisis. C'est ça qui me choque. Quand j'entends dire que la CEI s'est bouclée, alors que hier, quand nous-mêmes on était dans l'opposition, on marchait tous les jours pour demander le dialogue, les discussions sur la CEI. J'étais Premier ministre, je suis témoin. Il fallait une CEI consensuelle. Ouais, c'est vrai. On a fait asseoir Gbagbo, on a fait asseoir tout le monde, on a discuté. Maintenant, à votre tour, vous dites non, il n'y a pas de discussion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est arrogant comme ça? Je ne sais pas d'où vient cette arrogance. Parce que quand on dirige un pays, il ne faut jamais rompre le dialogue et la négociation. Il faut toujours être en point pour la construction de la paix. Il faut construire la paix.
Même si l'opposition veut, mais discuter autant que possible. Il faut toujours discuter, discuter, rediscuter et discuter encore. Non, ce n'est pas pour dire c'est... Et c'est cette mentalité-là qu'on a toujours voulu, et on s'est dit, on rêve toujours d'imposer à la Côte d'Ivoire. Discuter avec quel opposant? On discute avec quel opposant? Une opposition doit être constructive et doit participer à la stabilité, à la paix. Vous dites que vous êtes opposant. Dans votre tête, vous faites coup d'État. Vous rêvez la nuit, vous dormez pour faire coup d'État. Vous faites tout pour déstabiliser le président Ouattara. Et puis vous pensez que vous êtes opposant. Quand on a partagé le pouvoir 9 ans, là, on n'est pas opposant. Quand tu as partagé le pouvoir pendant 9 ans, tu n'es plus opposant. Tu fais le bilan avec Ouattara. C'est-à-dire le bilan de Ouattara, c'est ton bilan. Donc le bilan actuel est le bilan de Soro et de Bédié. C'est-à-dire le bilan de Ouattara et le bilan de Soro et puis il y a le bilan de Bédié. Tout ce qu'ils font là, on appelle ça de l'escroquerie morale. Ce qu'ils font là, on appelle ça de l'escroquerie morale. Ce que Soro et Bédié font, on appelle ça de l'escroquerie morale. Tu ne peux pas avoir partagé le pouvoir pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Et tu vas venir t'asseoir, tu dis que tu es opposant. Et puis c'est toi qui critiques. Parce que 2020 approche. Non. Si tu étais depuis 2002, 2003, 2011, 12, 13, si tu étais sorti du gouvernement, on peut te comprendre. Mais à un an des élections, toi tu es opposant et puis tu as joué à un autre esprit maintenant, toi Soro. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu n'es jamais... Jusqu'à tu allais même faire tentative de coup d'État au Burkina Faso. Tu allais faire tentative de coup d'État au Burkina Faso. On ne t'a rien fait. Tu n'es pas passé devant un juge. Tu n'es pas passé devant rien. Et puis toi, tu es là. C'est toi qui es opposant. Et puis nous, là, on va te croire. Nous, on va te suivre. Chers amis, moi, je vais m'arrêter là. Je m'adresse toujours aux hommes intelligents, aux hommes responsables, aux hommes qui ont un rêve, qui ont une conscience. Qui ont un rêve, qui ont une conscience, qui savent ce qu'ils veulent de leur pays. Le pays, là, c'est vos enfants. C'est vos familles. Ce n'est pas le tribalisme, ce n'est pas aimer quelqu'un. C'est l'avenir de tout le monde. C'est l'avenir de toute la nation. Donc, réfléchissons pour construire un vrai pays. Réfléchissons pour donner la chance à tous ces enfants qui sont dans les rues. Ça doit être notre combat. Serçons des petits jeux, des petits pêcheurs. Gbagbo, Gbagbo, Bédié et Soro ont gouverné ce pays. Ils ont échoué. Ils ne reviendront plus au pouvoir. Ils ne reviendront plus au pouvoir. 2020, nous avons engagé le combat de la continuité des actions de Félix Houphouët-Boigny et les actions du président Ouattara. C'est sur cette société qu'on va engager. Le combat qu'on va mener, c'est le combat de la retraite politique de Laurent Gbagbo, Bédié et autres. Moi, j'ai connu des gens, des amis au Ghana, qui m'ont dit, Zasso, du Ghana, et ils croyaient que du Ghana, ils pouvaient renverser le président d'Abidjan. Ils ont fait beaucoup de réunions, ils ont multiplié beaucoup de choses. Je leur ai dit, moi je connais le président Ouattara. Vous ne le connaissez pas. C'est un intellectuel et c'est un homme de grand réseau. Et puis le Ghana, là, c'est un pays qui a souffert. On ne peut pas rester au Ghana pour faire coup d'État. Ça ne se fait pas. Ils ont trompé beaucoup de leurs amis. Ils ont trompé beaucoup de leurs amis. Aujourd'hui, beaucoup sont en prison. Beaucoup sont en prison. Et je dis et je répète, tous ceux qui sont dans des tentatives de déstabilisation, de haine, de xénophobie, il faut qu'ils soient traînés devant la justice. Il faut que la justice soit rigoureuse et ferme. Il faut que notre justice soit rigoureuse et ferme. Il faut que le pouvoir d'Abidjan soit rigoureux et ferme. C'est la condition de paix et de stabilité. Dialoguer avec les opposants, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le président Ouattara a un projet de société. Il a le pouvoir pour son projet de société. Il ne peut pas faire son programme de gouvernement, dialogue avec les opposants, dialogue avec les opposants. Toujours avec vous, dialoguer. Pourquoi? Ici, les Blancs, là, ils dialoguent plus avec la société civile. Les ONG, parce qu'on veut faire avancer les sociétés. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on va dialoguer avec Gbagbo, Ouattara, Bédié, Gbagbo, Ouattara, Bédié. C'est pour vous. Dans toute notre ville, on va passer à dialoguer avec vous. Par rapport à quoi? Vous étiez qui? Vous avez eu quoi? On sait comment vous êtes devenu riche. C'est par la politique que vous êtes devenu riche.
C'est par la politique que vous êtes devenus riches. On ne peut pas passer notre société à bloquer le pays pour vous. Des gens qui sont devenus riches grâce à la politique, c'est ceux-là on va bloquer le pays pour eux et les hommes d'affaires. Et ceux qui créent les emplois. Ceux qui font la société, qui créent les emplois. Et on va faire quoi avec eux? Si un pays doit discuter, on doit discuter avec les hommes d'affaires. Ceux qui font rentrer l'argent matin, midi, soir, qui créent les entreprises dans le pays. Les hommes politiques doivent rester à leur place. Une fois que la campagne présidentielle est finie, c'est terminé. Les 5 ans, le président fait son mandat dans le calme et puis on avance. Un point, un trait, que les choses s'arrêtent là. Chers amis, les dialogues avec Bédié Ouattara, c'est de n'importe quoi. Dialoguer Bédié, Babo, Soro, Ouattara, c'est du n'importe quoi. Encourageons le président à continuer son programme de gouvernement, son projet de société. Il est venu pour faire les routes, les ponts, créer les écoles, créer les emplois, faire venir les investisseurs. Nous accompagnons-le dans ça. On ne peut pas passer tellement notre temps à discuter avec Soro. Soro veut se faire important. Lui, il veut se faire important avec Bédié. Et Ouattara, notre président, il va discuter avec Soro, chef de guerre, simple professeur, simple étudiant, qui n'a même pas fini ses études. Eux, on va discuter avec eux. Faisons la promotion de la compétence et des hommes intelligents qui peuvent faire avancer la société. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous salue. Bonne nuit à vous. Reposez-vous bien. Partagez la vidéo. Écoutez la vidéo. Ça va vous permettre de comprendre. 2020, c'est bouclé et puis c'est géré. On assemble.